Il y a des millions de personnes dans le monde arabe, il y a des millions de personnes qui arrivent direct des... Il y a du son. Il est à Paris, hein. Il a fait ses études de musique à la fac de Vincennes, les amis, à Paris 8. 68 Non, pas 68. Dans les années 70. Qui ça? Oui. Marcel Khalife. Moi, je connais pas Marcel Khalife. Tu ne connais pas Marcel Khalife? Marcel Khalife. Écoutez, je vais vous faire connaître, parce que Marcel Khalife est celui qui a mis en musique donc les poèmes de Mahmoud Darwish, grand poète palestinien. Tu connais pas Mahmoud Darwish? Non. Oh mon Dieu, ils connaissent rien. Mais si, ça fait 2 fois qu'il dit qu'il connaît les deux. Allez. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. T'étais en direct, Youssef. T'étais en direct, Youssef. Bonsoir à tous. C'était un off. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Attendez, je vais couper le truc pour le retour. Voilà. J'espère que vous allez bien. Laisse-en pour les invités. Non, mais moi j'ai très faim, j'ai pas mangé de la journée, mais ça me nourrit pas. On ira acheter un truc à la pause. Merci. Des mots de Tariq. Merci DJ Drogba. Avec un cul, avec un cap. En off, Ça en Youssef dit balance sur les gens de Paris 8. Non, au qui se contraire, font je disais du bien. Je disais que le grand chanteur engagé communiste libanais Marcel Khalife, chrétien communiste, au contraire, il a fait ses études de musicologie à Paris 8. Ah ouais? Oui, absolument. Et D'accord. aujourd'hui, on peut dire que c'est un des plus grands chanteurs engagés du monde arabe. Et je vous engage absolument à écouter les musiques, les chansons de Marcel Khalife. Juste derrière Faudel, quand même. Mais bien comme ça, Youssef. Ouais. Ouais, comme ça. Ouais. Et il a mis en musique surtout les poèmes de Mahmoud Darwish. Donc j'aurai l'occasion de vous faire écouter cela. Mercredi À la technique. De l'émission que tonton Est-ce que vous Youssef pouvez- raconte une histoire. Ah, mais toi, tu sais pas, c'est toi. le blanc, juste vous tournez Mais le ça gain va un petit peu devenir à culte, droite. Youssef. C'est le truc blanc. Juste Ça le va gain. devenir culte. Non, mais toi, tu crois qu'on est... Vas-y, Non, Youssef, c'est ça. parle. Donc voilà. Et je disais donc que Encore un tout petit peu. je vous ferai écouter, mais je le dis en avant-première, je vous ferai écouter un des plus beaux poèmes de Mahmoud Darwish, mis en musique par Marcel Khalife, qui est Ma mère. C'est un poème à ma mère, quoi. C'est Mahmoud Darwish qui parle de sa mère, à un moment où il a dû s'exiler, parce que Mahmoud Darwish est un Palestinien de 48, comme on dit, et il a dû, à cause des persécutions qu'il subissait, donc lui, il n'a pas quitté. Non, il n'a pas quitté. Il n'a pas été expulsé en 48. Il fait partie de ces Palestiniens qui ont réussi à s'accrocher. En fait, ils ont été expulsés et ils sont revenus. Il y en a quelques-uns qui ont été expulsés, qui sont revenus tout de suite après. Et ils ont réussi à rester, à s'accrocher à leur village. Et il fait partie de ces Palestiniens, Mahmoud Darwish. Donc il a grandi dans la Palestine du 48, en Israël. Et lorsqu'il était au lycée, il écrivait des poèmes, déjà militants, révolutionnaires. Et c'est comme ça qu'il va commencer à être persécuté. Il finira par partir de Palestine de 48, donc c'est un exil volontaire. Et donc du coup, il a la nostalgie de sa mère. Il est parti où? Alors il est parti en Europe, et d'abord en URSS. Il a fait ses études en URSS, il était communiste. Hein. Et donc il a fait ses études en URSS. Et En URSS. Uh-huh. Et je vous invite... Il y a Fabien qui dit, il est tellement précis, Youssef, je t'aime. Bon, en tout cas... Rien à foutre. Bon, voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter longtemps. Tu On nous reparlera de Youssef, ça. il y a un militant du PCF aujourd'hui. Il Il y a Sabrina qui a traité une militante qu'on va sûrement en reparler et tout, de sioniste. Il y a un militant du PCF, il a répondu vous avez semblé oublier que historiquement, le sionisme était un mouvement anticolonialiste. Oui, ça c'est ce qu'on raconte dans les maternelles en Israël. Non mais le pire c'est que c'est vrai, ils se prétendent non mais c'est la vérité. Alors non seulement cela, mais ils disent pas création de Ouais, Fanche. ils disent pas création d'Israël, ils disent indépendance. Ils disent indépendance d'Israël, la captation de la Palestine, l'expulsion des Palestiniens, d'accord? Eh bien, ils s'appellent ça l'indépendance d'Israël. Mais c'est Ils extraordinaire. avaient récupéré Oui. un état préexistant. Exactement. Mais c'est ça, quand tu dis que c'est un mouvement anticolonialiste, c'est qui les colons, quoi? Les Palestiniens, tu les places où? Bah, non, pour eux, c'était les Anglais. Oui, mais les Palestiniens, t'en fais Alors, quoi? ah bah, Il y avait bien les des... Palestiniens, c'était le décor, c'était le paysage. C'était le C'était là, paysage. on les a un peu déplacés. Non, Excusez-moi, messieurs, non, dames, mais- voilà, non, mais mettez-vous là. excusez-moi, qui êtes-vous? Non mais Qui êtes-vous? tu le saurais si bien dire, c'est exactement cela, c'est que pour eux, il n'avait pas plus d'importance que les rochers et les buissons, quoi. C'était juste un obstacle que les buissons de ronces, etc. C'était juste un obstacle à écarter. Mais c'est exact. Non mais je vous jure que c'est exactement On rit, comme mais ça. c'est dramatique, mais Si vous lisez Herzl, le théoricien du sionisme, si vous lisez Herzl,
quand il décrit la Palestine, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que quand il parle des Arabes, oui, il y a des Arabes, oui, non, mais c'est ça, c'est le paysage, quoi. Il y a des marécages, il y a des buissons, il y a des rochers, et il y a des Arabes. Il faut défricher, quoi. Exactement. On y reviendra, mais ça m'a interloqué parce qu'en plus, le seul truc du PCF qui est bien en ce moment, c'était le soutien à la Palestine. Mais le PCF, le type, il disait ça sérieusement. Ah oui, sérieusement. Il disait qu'au départ, le mouvement sioniste est un mouvement anticolonialiste. Ouais. Parce que le Parti communiste, de toute façon, sur cette question, a été le plus naze de la Terre. Ah, il y a plus naze que le Parti communiste. Ah bah alors non, alors justement. Europe Écologie Les Verts. Non, mais attendez, on en reparlera. Mais en 1948, le Parti communiste. Nique sa mère la perme, on va parler de ça. Ok. Non, c'est pas ça. Non, je ne voudrais pas spolier. Non mais. Non, je vous dis seulement une chose, c'est qu'on en reparlera. Mais d'ailleurs, on pourra peut-être consacrer, si tu le veux bien, cher ami, une émission à la création d'Israël et la France. Une émission. Non, pour savoir quelle a été 40 épisodes. Non, quelle a été la position des différentes forces politiques, c'est très important de comprendre. Youssef et le Parti communiste, non seulement le Parti communiste, sur l'exemple de l'URSS, a soutenu la création d'Israël, et rappelons que l'URSS, même si l'URSS a de grandes qualités, en tout cas, eh bien, l'URSS a été le premier pays à reconnaître Israël, c'est quand même dingue, d'accord, en 48, au lendemain du 15 mai 48, mais le Parti communiste français a été activement pro-sioniste. C'est-à-dire que des communistes français envoyaient des armes en Palestine aux colons sionistes. Faut quand même le savoir. C'est pas un truc en l'air que je raconte. J'ai eu l'occasion à l'université de travailler là-dessus, justement. C'est là-dessus que j'ai fait mon premier mémoire de maîtrise. Bon, et ça, je peux vous le dire, c'est il suffit juste de reprendre les unes de l'Humanité de 48. Il est disponible, ce mémoire ? C'est hallucinant. Absolument, il est disponible. D'accord, moi j'aimerais bien le lire. Mais avec grand plaisir. Il est dans la bibliothèque universitaire, mais sinon, je pourrais te le passer. Et je l'ai même de façon numérique. Donc voilà. En tout cas, je ne vais pas vous embêter. Nous en revenons à la perbe. On fait une transition en parlant de sionisme. Ça n'empêche pas, effectivement, de dire vive l'URSS. Hein, mais non, mais je veux juste dire que les relations ensuite, les relations ensuite vont changer à partir de 49. Alors. Pourquoi Staline, etc. On reviendra là-dessus. Beria est en cause, etc., etc. Et d'ailleurs, Beria sera assassiné, comme on le sait, par le comité central. Son corps est sorti roulé dans un tapis. Enfin bref. Et en quoi c'est drôle ? Et la politique ? Non, parce que son corps est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne change rien à la grande importance qu'a eu l'URSS ensuite pour la décolonisation. Mais sur cette question, ça a été une erreur fondamentale. Voilà, parce que les soviétiques pensaient qu'ils pouvaient se servir, instrumentaliser le mouvement sioniste contre les Britanniques, etc. Enfin, je vais pas lire le commentaire parce que je voulais dire un truc et je sentais que Youssef allait repartir pour 3 heures. Donc c'est terminé, les amis. Nous reprenons la perme. Je suis absolument désolé d'avoir. On va continuer avec pour faire la transition en parlant d'un sioniste qui a été viré hier du poste de pouvoir. C'est Bolsonaro avec la victoire, une très courte victoire, mais une belle victoire. Très courte, parce que c'est quand même 50,9. C'est pas si on a vu pire dans l'histoire. Ah ouais, mais les gens s'imaginaient. Oui, c'est vrai, c'était 53. On disait 53, etc. Je sais bien, mais rappelez-vous, dans les derniers mètres, si je puis dire, de la course, on était extrêmement inquiets puisque Bolsonaro, il avait repris du poil de la bête. Et voilà, donc je trouve que c'est quand même très bien. Quand on voit l'énorme, excusez-moi, j'ai pris la parole d'autorité, mais quand on voit, l'énorme machine de guerre de Bolsonaro, toute la réaction mondiale derrière Bolsonaro, etc., je trouve ça quand même pas mal. Et on pourra revenir aussi d'ailleurs sur le rôle de Tariq, tu nous en diras peut-être davantage, spécialiste d'Amérique latine, sur l'Église évangélique. Ouais. Est-ce que vous pourrez baisser, moi je suis couleur rouge, juste baisser un petit peu mon gaz s'il vous plaît sur l'Église évangélique. Tout petit peu, parce que moi je sur le rôle de l'Église évangélique et son rôle extrêmement réactionnaire en Amérique latine d'une façon générale et au Brésil en particulier. Pour répondre à cette question, pourquoi les pauvres votent-ils à l'extrême droite ? Parce que Après là, ils ont voté plutôt Lula. Hein. Les favelas étaient quand même divisés à cause de l'Église évangélique. Non, je crois, Tariq ? Après,
Lula a quand même gagné dans les régions acquises souvent à la gauche, c'est-à-dire le nord-est qui est extrêmement misérable. Nord-est, bien sûr, le Sertan. La périphérie de la périphérie. Le Sertan, etc. Oui. Après, le vote en faveur de Bolsonaro, il est quand même assez hétéroclite. C'est-à-dire que, certes, il y a une partie des classes dominantes qui l'ont soutenu, même s'il y a aussi une grande part de la bourgeoisie brésilienne et des marchés internationaux qui ont soutenu Lula. On en reviendra peut-être plus tard parce que l'alliance de Lula, très hétéroclite, n'augure rien de très bon. Tu peux un peu préciser, parce que moi, personnellement, je ne connais pas justement les mots hétéroclites. Vas-y, reprends Tariq, s'il te plaît. Elles sont composées comment, les deux pôles, ils sont un peu... Alors, vas-y, reprends Tariq. En gros, disons que Lula et le Parti travailleur a toujours eu une base sociale très populaire. Et je disais surtout composé d'ouvriers et de personnes très pauvres, notamment paysans, etc., du nord-est du Brésil, donc très très pauvres dans le nord-est, etc. Bolsonaro, quand il arrive au pouvoir en 2018, il a eu le soutien de toute la bourgeoisie nationale, internationale, etc. Sauf que, et ça c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a déplu non pas par sa politique, mais par ses frasques, par son côté un peu... incontrôlable, etc. Sa gestion du Covid. Sa gestion du Covid. Il y a eu des gros scandales quand même. Oui, des gros scandales aussi. Et disons que Lula, de par l'alliance qu'il a fait avec des partis de centre droit, voire même de la droite, de gens qui ont été balayés dans les urnes il y a plusieurs années, etc., a réussi à capter derrière lui une partie de l'électorat qui allait au-delà de sa base populaire. D'accord. Tu vois, donc ça, à la limite, ça lui a peut-être permis de remporter la victoire. Sauf que là, il va être très, très limité dans sa gestion et dans ses marges de manœuvre. Aussi parce que, et ça c'est hyper important, on disait tout à l'heure le score quand même très serré. Mais par exemple au Parlement, les bolsonaristes ont gagné plus de 20 sièges. Et c'est la première force politique au Parlement. Et en fait, au Parlement, et dans le système politique brésilien, qui est un système politique extrêmement éclaté, où tu as plein de petits partis en fait, au Parlement, qui font et défont les alliances. Ah bah oui. Donc en fait, il faut absolument que tu négocies avec eux pour pouvoir faire passer telle ou telle loi. Et donc c'est ça aussi qui alimente beaucoup la corruption. Coup d'État permanent un peu. Oui, c'est un peu ça. Et surtout, ça alimente beaucoup la corruption. Et la grande différence aussi de l'arrivée de Lula là au pouvoir, au-delà du fait que c'est une société quand même extrêmement divisée, extrêmement fracturée, qui a une crise économique extrêmement puissante, c'est que à la limite, dans les années 2000, Lula, qui s'était pas vraiment éloigné de l'orthodoxie néolibérale, mais au moins, il pouvait compter sur un boom des matières premières, comme tous les autres gouvernements d'Amérique latine. Ils ont pu financer des politiques redistributives, sauf que là, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Donc, moi... Évidemment que c'est un soulagement, et je pense à des millions de Brésiliens noirs, etc., qui ont vécu des années terribles avec Bolsonaro. L'Amazonie, ouais. En Amazonie notamment. Mais après, il ne faut pas se focaliser que Bolsonaro. C'est qu'il y a aussi un État, il y a aussi une machine au Brésil qui marche sans Bolsonaro. L'armée aussi. L'armée, évidemment. Après, là, la question, c'est qu'on n'a toujours pas entendu de réaction de Bolsonaro. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce qu'il va... Alors, il a jusqu'à décembre, janvier, je crois. Janvier pour la passation de pouvoir. C'est ça, pour la passation de pouvoir. Après, il peut très bien... Il peut ne rien dire jusqu'en janvier. Non, mais lui, la crainte, c'est surtout de ne pas le vouloir, quoi. De pas vouloir... mais voilà, oui, c'est par rapport à ça. De ne pas accepter ses défaites. Est-ce qu'il peut appeler une insurrection ou quelque chose comme ça ? Moi, j'ai vu un tweet... enfin, non. Non, j'ai vu n'importe quoi. T'as vu d'ailleurs, Youssef, sa femme est partie voter avec un gros drapeau d'Israël sur son t-shirt. Je sais pas si c'est vrai, mais... Je ne savais pas. Il s'était fait baptiser en Israël, lui. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Je savais qu'il était sioniste. Salut. Mais d'ici à... Ah ouais, effectivement. Donc, du coup, voilà. Il est anticolonialiste alors. Très. Comment ? Il est anticolonialiste alors. Oui, autant qu'Israël. Juste pour reprendre par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, une dernière chose. Bon, il y en aura d'autres, mais sur les pauvres qui votent aussi en faveur de Bolsonaro, c'est qu'il y a une poussée des églises évangéliques en Amérique latine, et notamment au Brésil, c'est ça. Qui est un pays ultra-catholique de base, oui. mais qui est en train de basculer littéralement. Qui est dû, il y a plein de raisons, notamment aussi le fait que les églises catholiques en Amérique latine ont soutenu les dictatures, etc. Mais pas toujours, quand même, Tariq, justement, et c'est ça que... Mais il y a quand même la hiérarchie, la plus haute hiérarchie de l'Église a quand même souvent accompagné ou soutenu les dictatures. Après, il y a pas à l'époque de la théologie de la libération, justement. Mais c'est vrai que ça a été un courant qui a été malheureusement minoritaire, mais qui a été quand même important. Qui a été très important, qui a été mis en minorité ensuite, mais qui a été très fort dans les années 60-70. Mais c'est que je pense que...
au travers des églises évangéliques, il y a vraiment une bataille culturelle qui a été menée par la droite brésilienne. C'est que ce qui s'est passé, c'est que les églises évangéliques sont dans un culte de l'argent, dans un culte du mérite, du travail, du mérite individuel, et ils opposaient ça, et donc ils arrivaient à capter aussi des pauvres. Ils opposaient ça à l'État corrompu de Lula, l'État qui verse des millions d'euros, notamment avec la Bolsa Familia, etc., des aides sociales. Donc pour une partie de pauvres qui rentrent par l'entremise des églises évangéliques, Bolsonaro apparaît comme la personne qui dilapide les fonds de l'État. Qui dilapide, etc. Et surtout qui parle du mérite individuel, du travail, etc. Et il y a une partie, oui, des classes populaires brésiliennes qui ont été attirées par ce discours-là. Oui. Alors justement, par rapport à cela, je lisais une interview dans un journal. Tu veux intervenir, la voix ? Orange. Ok. Et donc du coup, je voulais dire on recueillait le témoignage d'un dentiste de 57 ans de Brasilia, et qui disait c'est pas possible, comment j'espère que Bolsonaro va rencontrer les généraux et qui va rétablir un petit peu la situation. Donc vous avez compris. C'est-à-dire que je pense qu'actuellement tous les bolsonaristes sont en train de prier pour qu'il y ait réellement un coup d'État. Hein. N'oublions pas que alors faut voir aussi comment alors je ne sais pas si ça explique aussi le scrutin, mais mais il faut quand même dire qu'il y a eu une pression militaire énorme pendant les élections policières et militaires. On a eu ce qu'on appelle des filtrages. Hein. J'ai vu des photos où on voit des centaines d'électeurs qui arrivaient dans des cars, etc., pour aller voter ensemble, pour évidemment voter pour Lula, arrêtés, des centaines mis contre un mur comme ça, et on les a retardés comme ça, je pense, hein, pour nuire au vote. Assassinés, hein. Oui, il y a eu des assassinats, il y a eu des choses comme ça. On ne peut pas dire que cette élection a été un modèle de démocratie. Ça me fait vraiment penser aux nazis, hein, pendant les campagnes électorales en Allemagne dans les années 30. Hein, et où on a des pressions telles on a des pressions dans la rue, on a des pressions militaires. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose d'effervescent. Hein, on ne peut pas dire que ce soit un modèle, etc. Et l'attitude de Bolsonaro, parce que moi je pense que Bolsonaro est au-delà de lui, parce que c'est pas uniquement une question de personne, les intérêts qu'il représente et les énormes intérêts, notamment de ceux qui sont en train de grignoter l'Amazonie, parce que c'est des intérêts énormes. L'Amazonie est extrêmement riche. Il y a eu combien de millions de kilomètres carrés. Enfin, c'est sans commune mesure avec les autres présidents précédents. Bien sûr. Il a complètement ravagé la. Mais bien sûr. C'est l'agro-business. C'est la base électorale aussi. Et surtout, il a complètement. L'Amazonie a perdu un quart dans les 50 dernières années. L'Amazonie a perdu un quart de sa superficie. Dans les 50 dernières années. Il y a un lien aussi, lui qui est un militaire, qui est un nostalgique de la dictature militaire. Il y a aussi cette idée, et je pense qu'il faut prendre aussi parfois Bolsonaro, si on parle de réactionnaire, au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions, il y a eu des progrès notamment dans les années Lula, avec la mise en place de politiques de discrimination positive, notamment pour les Noirs, de l'accès à l'université, etc. Et lui, il symbolise aussi cette réaction-là face aussi à des mouvements LGBT, face à des mouvements antiracistes. Donc il fait partie de ça. Et sur notamment l'Amazonie, il y a eu cette idée aussi de la dictature qu'il fallait développer le pays, et que finalement l'Amazonie apparaissait comme une forme de colonisation intérieure, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des Indiens qu'il faut continuer à civiliser. Mais ça l'est. Ça l'est, et ça fait partie l'imaginaire colonial du progrès, de la civilisation, etc., par les routes, par les infrastructures, par les ponts, etc. Ça fait partie de tout un imaginaire colonial qui est celle aussi de l'élite blanche qui tient le pouvoir. Mais pas uniquement, parce que la question est complexe. C'est qu'en fait, déjà dans les années 90, il y a eu ce grand mouvement, le mouvement des sans-terres, ce qu'on appelait le mouvement des sans-terres au Brésil, des paysans sans terre. Et ça, c'est une problématique qui est... Parce qu'on oublie que le Brésil est un pays de colonisation, et que la colonisation n'est toujours pas interrompue au Brésil. Hein. La terre à coloniser, c'est entre autres l'Amazonie, mais aussi on parlait du Nord-Est, cette terre sans pain, comme on l'appelait, cette terre sans pain, et la région du Sertão. Hein, où il y a eu énormément, tu le sais aussi bien, on en avait déjà discuté, de très très grands mouvements de paysans, des mouvements justicialistes, etc., les cangaceiros, etc. Et en tout cas, ces dernières années, le problème il est quoi ? On a la pression, c'est-à-dire que le problème est simple, les grands propriétaires terriens accaparent les terres.
les paysans pauvres se retrouvent sans terre, les ouvriers agricoles, la restructuration fait que beaucoup de paysans qui auparavant étaient des journaliers ou en tout cas des paysans sans terre cherchent des terres. Et le seul moyen, on repousse les paysans vers la forêt. Donc il existe un front pionnier qui est aussi constitué de paysans sans terre, et donc où ils entrent en conflit avec les populations indiennes, et encouragés par les grands propriétaires. Donc c'est ce schéma qui est absolument terrible, on va opposer les populations comme cela. C'est de leur faire le sale boulot, quoi. Mais exactement, et c'est exactement, on a un schéma comparable à ce qui s'est passé dans l'Ouest américain, de toute façon, hein, dans l'Ouest des États-Unis, je veux dire, hein, à l'époque de la conquête de l'Ouest, on pousse des populations pauvres contre les Indiens, etc. Bon, voilà. Et après, deux choses, c'est que Bolsonaro a exprimé de manière complètement délibérée, complètement ouverte, un racisme, mais je veux dire sans pincettes, sans rien. C'était vraiment presque du racisme biologique du 19e siècle. Enfin, vraiment, c'était sans pincettes, sans limite. Mais ça ne doit pas occulter le fait, parce que souvent quand on entendait Bolsonaro, on pouvait se dire c'est un fantasque d'extrême droite, c'est une partie d'extrême droite, nostalgique de la dictature, etc. Mais en fait, le Brésil, on parle souvent des États-Unis, etc. Je rappelle que le Brésil est le dernier pays des Amériques à avoir aboli l'esclavage en 1888. Donc c'est 20 ans après les États-Unis. Et il y a eu aussi tout un imaginaire et toute une propagande autour d'un Brésil de fusion des races, de mélange des races, et qu'on a appelé à l'époque la démocratie raciale. Donc ça a été vraiment un concept qui a été développé à l'époque par un sociologue notamment, la démocratie raciale, qui est un leurre. Et vraiment, il y a cette fusion entre la question sociale et la question raciale qui est extrêmement importante pour comprendre les structures de domination, la hiérarchisation sociale qu'il y a au Brésil. Et une dernière chose, quand on parle de l'Amazonie, moi, ça me fait rire quand j'entends les cris d'orfraie des Occidentaux qui s'alarment sur Bolsonaro qui ne respecte pas l'Amazonie, comme il s'appelle, Macron qui parle même d'un droit d'intervention sur l'Amazonie, alors que premièrement, ils font exactement les mêmes choses, les orpailleurs, etc. en Guyane. Et deuxièmement, les accords de libre-échange avec le Brésil notamment, que signe l'Union européenne, c'est ce qui permet au Brésil de justifier aussi la destruction de l'Amazonie et l'exportation de maïs, de soja, etc. De soja et autres. Donc la politique économique de libre-échange participe fondamentalement à la destruction de l'environnement, à la destruction de l'Amazonie. Et par exemple, les tourteaux de soja pour nourrir les bœufs, d'accord, parce que pour nourrir les bœufs, du fait de la très grande consommation de viande bovine en Europe. Il y a aussi cela, hein, je veux dire, comment ce soja, on va le faire pousser au détriment de l'Amazonie, puis on va transformer des terres forestières en terres agricoles de soja, à grande échelle, hein, et voilà. Et donc c'est aussi, bien sûr, tu as raison de le dire, la grande responsabilité de l'Europe dans ce domaine, hein. Voilà. Alors, en tout cas... L'éthanol, exactement. Je cherchais le terme. L'éthanol pour les carburants, c'est exactement. Oui, l'éthanol, oui. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel Fidel Castro mettait déjà en garde à l'époque. À l'époque, on a commencé à développer l'éthanol. Et entre autres le Brésil, où le Brésil pensait, le pétrole vert. Hein, et Castro mettait en garde contre cela en disant c'est n'importe quoi, c'est de la folie. D'accord ? Ça va provoquer la famine. Ça va provoquer la famine. Bah oui, parce que si évidemment l'éthanol ensuite va être indexé sur le prix du pétrole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les terres céréalières progressivement peuvent être transformées en terre à éthanol, hein, du soja pour faire ou d'autres céréales pour faire du pétrole vert. Et du coup, c'est un des facteurs qui favorise, alors déjà qu'on connaît la situation, hein, et bien la famine dans le monde. Hein. Et donc, cette histoire de pétrole vert, c'est une vraie catastrophe, en vérité. C'est une vraie catastrophe. Alors, je voulais juste terminer en disant que donc il faut suivre cette affaire du Brésil. Rien n'est réglé. Tu l'as dit, il y a le problème du nombre du Congrès, enfin, du nombre de députés. Et de son alliance, quoi. Et il est élu pour combien d'années ? 4 ans. 4 ans, oui. Alors, comme aux États-Unis. Je voudrais juste remercier Rio01 qui a envoyé 33,33 €. Merci frérot. Et qui a mis soutien pour la MIF. Normalement, j'ai baissé un peu le son de certaines alertes. Je ne sais pas si ça va marcher. Merci à Dadao pour l'abonnement. Il y a aussi quelqu'un qui a pris un abonnement Prime. Je suis désolé, j'ai oublié de te dire merci. Excuse-moi, j'aimerais juste dire quelque chose à Schlaguigno, là, que Youssef, c'est absolument avec 2 S. Hein. Il peut dire ce qu'il veut sur moi, mais il me fait absolument 2 S. Hein. Ah, il peut dire ce qu'il veut sur toi. Ouais, non, peu importe, mais le principal, c'est de mettre 2 S à Youssef. On le connaît physiquement, Schlaguigno ? Non. Bah, fais gaffe, Schlaguigno. Parce qu'il faut respecter Youssef. Merci. Salam Nadia. Merci. Médical a banni. Pourquoi t'as banni Schlaguigno ?
Ouais, pour le Non, je plaisantais. Non, mais c'est vrai. Mettez quand même 2 S à Youssef, je vous en prie. les gens. Parce qu'il y a tellement de contrefaçons. Regarde un Médosor. Ok, Youssef. Il y a le train de la hype, n'hésitez Lui, pas. on le connaît physiquement, lui. Ouais, lui, on le connaît. Et il me semble que, en tout cas, sur le risque de coup d'État, il me semble que l'armée a déjà dit qu'elle ne réagirait pas. Pour le moment, oui, mais et puis je pense qu'il est minoritaire et que l'armée n'a pas du tout Oui. s'embarquer là-dedans. Je veux dire, Lula n'est pas ni de la démocratie ni du. Merci le Yanis de trop. Merci Yanis de trop, merci. Et encore une fois, cela dit, quand il y avait le coup d'État au Brésil, ce coup d'État n'avait pas eu lieu contre voir Jean Dujardin, Rio ne répond plus. Pour ceux qui, je sais pas si vous avez vu le film, mais après, pour avoir un aperçu de façon humoristique de ce qu'était la dictature au Brésil. Oui, exactement. Mais surtout, moi, ce qui me paraît toujours dingue, et je le vois sur l'Amérique latine, mais sur la France aussi, c'est-à-dire cette propension qu'ont les classes dominantes à s'auto-faire peur et à taxer leurs adversaires de communistes, comme c'est le cas par exemple de Mélenchon. Alors que, mais je veux dire, il n'y a pas plus sans doute anticommuniste que quelqu'un comme Lula qui a toujours été dans le cadre, qui a toujours été dans les règles. On peut pas dire qu'il soit anticommuniste. Non, mais je veux dire anticommuniste dans la pratique et même dans son projet. Je veux dire, voilà, c'est orthodoxe. C'est un projet social-démocrate. Oui, voilà. Donc radical. Ça correspond à qui dans le champ politique français, par exemple? Alors, excusez-moi, je vous fais une petite parenthèse. Le son des beats, les gens, j'ai mis à 2%. Et là, je m'ai enregistré. Essayez d'envoyer un beat si on va essayer, parce que là, je comprends pas pourquoi. Excusez-moi, on règle les trucs en même temps. Non, je disais, ça, il correspondrait à peu près à qui dans le champ? À Mélenchon. Merci, Kikirit, merci. Et là, depuis tout à l'heure, on vous écoute religieusement, j'allais dire. Et donc, on a beaucoup parlé, en gros. Enfin, pour moi, quand je vous entends, c'est presque comme si c'était presque une mauvaise nouvelle que Lula. Que Lula était, comment dire, élu, parce que ça déclencherait une réaction. Mais est-ce qu'on pourrait aussi retourner le truc et se dire quels sont les motifs d'espoir, c'est-à-dire sur quoi il peut y avoir un développement au Brésil, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'élection de Lula, quoi? Non, c'est une bonne chose malgré tout. C'est une bonne chose. Alors d'abord évidemment on le disait pour l'Amazonie malgré tout, je veux dire d'une certaine façon. Même si le danger n'est pas écarté, parce qu'il y a déjà une pression habituelle sur l'Amazonie et sur les populations indiennes. Quand on dit l'Amazonie, ne pas oublier que c'est pas uniquement un problème d'arbres, c'est aussi un problème de population humaine, d'êtres humains. Les Indiens morflent terriblement en Amazonie. Tu parlais de la Guyane, moi je connais un peu la Guyane française pour y être allé, et j'ai vu déjà la situation des Indiens, donc en Amazonie, c'est vrai que c'est absolument terrible. Il y a un ethnocide, au plan culturel, de toute évidence. Je veux dire, on a des tribus indiennes qui progressivement disparaissent. Donc voilà. Et oui, parce qu'il y a même des chasses à l'Indien en Amazonie. Il faut le rappeler, qu'il y a des grandes entreprises qui organisaient des chasses à l'Indien. Ça fait sous couvert de la forêt. Restez les bites. C'est véridique. Alors, c'est quand même une bonne chose que Lula soit là, au niveau d'une orientation qui était réellement fasciste de Bolsonaro, réellement fasciste. Un fascisme, certains diront soft, mais bien réel. Merci. C'est une bonne chose aussi pour les classes populaires, pauvres des plus pauvres, puisqu'il va rétablir énormément de choses. Le problème, c'est que quand Bolsonaro est arrivé au pouvoir, l'économie brésilienne était relativement saine. Aujourd'hui, il laisse un champ dévasté à Lula. Il y a ça aussi. L'économie brésilienne est dans une situation terrible. Donc ça va être aussi difficile pour Lula à cause de cela. Mais néanmoins, il y a de l'espoir pour toutes les ruptures de prestations, la destruction des prestations sociales, etc. que Bolsonaro qui joue ce qu'on appelle la vérité des prix, et comment avait toutes ces prestations sociales, ces transferts sociaux que Bolsonaro avait supprimés, etc. Et puis au plan des lois sociales également, au plan des lois liberticides. Donc de ce point de vue, d'une façon générale, on peut espérer. C'est quand même. Il aura le pouvoir de revenir, de déconstruire ce qui a été mis en place par Lula. Moi, ça va être difficile. Ça me paraît très difficile. Mais disons que c'est. Je voulais juste, il y a Fange qui a posé une question par rapport à Lula en Haïti. Et oui, en effet, Lula a largement merdé en Haïti, puisque c'est lui qui avait envoyé pas une délégation, mais en tout cas une sorte de commando militaire sous l'égide de l'ONU en 2004 contre Aristide, pour dégager Aristide. Donc oui. Donc sur ça, oui, il a été il est très critiquable largement. Mais non, mais
Oui, évidemment que déjà, faut se rendre compte à quel point la société brésilienne est extrêmement fracturée aujourd'hui. Elle n'a peut-être jamais autant été qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le score en dit long sur la fracturation de ce pays. Et puis, il y a une partie de la population qui est complètement irréconciliable, avec des gens complètement illuminés par les évangélistes qui considèrent véritablement que c'est le pays de Dieu, que Bolsonaro est l'envoyé de Dieu Quand tu sur les vois ce intervenir pays. à la télé et tout, ça fait peur. Mais T'as l'impression que c'est une secte, en fait, tu sors une de la... secte apocalyptique. quoi. Les téléévangéliques, c'est ça. Les téléévangéliques, faut voir. mais c'est un vrai problème. Hein. C'est des téléévangéliques qui ont une forte idéologie, comme j'en parlais tout à l'heure, mais qui est très liée aussi. Faut dire que c'est des entreprises qui gagnent énormément d'argent. C'est des millionnaires. Ouais. C'est des millionnaires. Les téléévangélistes notamment sont des millionnaires. Et donc ils financent aussi ils financent aussi le lobby des armes. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Absolument. Le lobby des armes extrêmement Et aux puissant. États-Unis d'ailleurs. Et aux Ce qui est États-Unis, valable pour le pareil. Brésil est valable pour les États-Unis. Hein. Et donc vraiment, des fois, tu en entends, tu sors du discours rationnel et tu as pour eux l'idée que Lula est un monstre communiste qui viendrait imposer le péché dans un pays à qui on a envoyé Bolsonaro, qui est le représentant de Dieu, du bien, etc. Donc là, oui, je disais, c'est une société fracturée, d'autant plus que quand tu parlais de ce que pourrait faire Lula, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète, évidemment que c'est un soulagement à court terme, de par les politiques qu'il avait mis en place et surtout par la rhétorique. Parce que c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que je dirais que Bolsonaro a libéré des énergies, a libéré des gens qui ont envie de se faire justice, des gens qui ont envie de buter du noir, des gens qui ont envie de buter de l'Indien. Et c'est ça qu'il a aussi libéré par son discours, par une forme d'impunité et par une forme de recours à l'autojustice. Tu vois, puisque l'État est défaillant, armez-vous et faites-vous justice vous-même. Mais après, encore une fois, quand je parlais de l'alliance qu'a mis en place Lula pour rassembler le plus largement possible contre Bolsonaro, c'est une alliance qui va tellement à droite que automatiquement, il sera pieds et poings liés. Dans pas mal de domaines, au plan économique. Système, voilà, sur le plan économique, parce qu'il est allié avec la droite. Ils vont l'empêcher de développer un programme vraiment social. Voilà. Alors, et c'est là le danger. C'est qu'il suscite un espoir important quand même au sein des classes populaires brésiliennes, mais à défaut de pouvoir mettre en place une politique sociale plus ou moins ambitieuse, il risque de créer énormément de frustration, énormément de déception. De la même manière que le président Boric au Chili a créé énormément de frustration, qui a fait qu'une partie de sa base sociale qui avait voté pour lui en 2021 a refusé la constitution nouvelle. S'est abstenu ou n'a pas voté pour la constitution. Et c'est là le danger. Tu as tout à fait raison, Tariq, avec quand même un atout. L'atout, c'est les classes populaires. Tout dépend ensuite, et c'est le problème qu'il y avait aussi avec Allende au Chili, tout dépend de la mobilisation des classes populaires. C'est que les classes populaires peuvent aussi, dans la rue, imposer des choses. Je veux dire, des gens peuvent être gagnants. Tout dépendra du travail militant. C'est-à-dire que faire parvenir Lula au pouvoir, comme au Brésil, n'est pas suffisant. Tout le problème ensuite est celui de la mobilisation des classes ouvrières. De la classe ouvrière d'abord, parce que le Parti du Travail, c'est quand même des syndicats puissants. Et les classes populaires, les classes populaires pauvres, c'est ça c'est l'atout, disons, par rapport aux ennemis qui sont très puissants. Et juste pour terminer sur les évangéliques, il faudra aussi que nous consacrions une émission sur les évangéliques, comme je le dis, parce que c'est un vrai problème. Alors, je n'ai rien du tout contre les croyants évangéliques, etc. On dit évangélique, on ne dit pas évangéliste. Contre les croyants évangéliques, etc. Et je n'ai absolument rien. Bon, les gens. Mais il y a un vrai problème des églises évangéliques, que ce soit aux États-Unis ou alors au Brésil et partout, au Nigeria, en Afrique et ailleurs, et jusqu'en France, parce que effectivement, tu l'as dit, c'est vraiment. Alors, je ne vais pas reprendre certaines visions historiques, mais enfin, les évangéliques ont été quand même très très souvent du côté des plus réactionnaires. Et on le voit aux États-Unis, comment les églises évangéliques qui sont extrêmement puissantes, c'était l'électorat de base de Trump entre autres, mais vous savez que les églises évangéliques aux États-Unis, c'est le premier pourvoyeur de colons pour la Palestine, avant l'État d'Israël. C'est-à-dire que on revient toujours à la Palestine. Mais oui, tous les chemins mènent à Jérusalem. Tu es en train de dire qu'au lieu de s'en prendre aux musulmans, il faut s'en prendre aux évangéliques. Ah non, mais attendez, et ce sont les mêmes. Non mais. Et vous savez, on en reparlera, mais vous savez quel est le problème, c'est qu'ils ont une conception tellement radicale de la religion que pour eux, ils veulent réaliser concrètement ce que l'Ancien Testament dit, et donc hâter la venue du Christ, ce qu'on appelle la parousie, le retour du Christ sur terre. Et vous savez que
le retour du Christ sur terre, selon les Écritures saintes, sera accompagné de quantité de catastrophes, de tremblements de terre, etc. Enfin, c'est ce que disent les saintes Écritures. Donc, l'idée est la Guerre suivante. nucléaire, non Comment ? D'une guerre nucléaire, ils n'avaient pas prévu ça. Mais oui, mais c'est la folie, c'est que ils ont complètement renversé les choses, comme le Christ, comme le retour du Christ et la bataille, la fameuse bataille d'Armageddon qui va conclure les temps, comment les temps terrestres, etc., etc. Hein, eh bien, tout cela va être accompagné par des catastrophes, des tremblements de terre, des incendies, tout ce qu'on veut. Eh bien, l'idée est la suivante, c'est que puisque le Christ a besoin de ça pour revenir, et ben provoquons cela. Ouais. Et donc, la prophétie autoréalisatrice. ce sont ce qu'on appelle exactement les prophéties autoréalisatrices. Et donc, du coup, eh bien, suscitons les Cramons la guerres, terre. etc. Oui, oui. Et c'est au nom de cela qu'ils ont été massivement sur le devant des guerres contre l'Irak. Faut pas oublier, hein, déjà avec les Bush, c'était eux le principal. Ouais, l'axe du bien et soutien. l'axe du mal. Mais absolument. Oui, de la et tout le catastrophe vocabulaire naîtra. d'ailleurs de Bush à l'époque était tiré de cette pensée évangélique, alors qu'au départ, il n'est pas évangélique Et du une tout. vision apocalyptique, quoi. La vision, provoquons l'apocalypse Ouais, ouais. pour hâter la venue du Christ. Et ils y croient dur comme fer. Ah oui, d'accord. Et c'est à ce titre qu'effectivement ils soutiennent Israël, parce qu'ils sont antisémites en plus, bien Ah, mais évidemment, oui, ils sont oui, très complètement, antisémites, ouais. d'accord. Mais ils ont besoin d'Israël pour provoquer le clash au Moyen-Orient, puisque ce clash au Moyen-Orient, selon eux, Pour eh bien, hâter la fin va des hâter la bataille d'Armageddon, etc. Donc c'est pas rien du tout, parce qu'ils y croient vraiment. Hein. On n'est pas uniquement face à une opinion politique. Et c'est ce qui en fait le danger, c'est aussi une opinion religieuse. Enfin, c'est arc-bout à un fanatisme religieux bien réel. On va arrêter là pour Ouais. le cas du Brésil parce qu'on n'a qu'une vingtaine de minutes. Oui. Il y a aussi des élections là en ce moment. Alors, on va faire les deux en même. Il y a des élections en Israël législatives, il me semble, qui arrivent bientôt. Quel est votre avis sur ça? Est-ce qu'il faut s'y intéresser, Youssef? Je sais pas, quelles sont les tendances? Est-ce que Netanyahou est en nous on est quand même, est-ce que la gauche israélienne va gagner? Non mais Est-ce que la attendez. gauche israélienne va gagner parce que ça Non, nous mais- intéresse quand même. non, mais Moi, le ce que curseur, j'ai est-ce que, demandé, Youssef, c'est que les électeurs arabes d'Israël apparemment sont très dragués par les partis, notamment Netanyahou. Est-ce que Ouais. tu peux mais- nous en dire plus? Mais bien évidemment. C'est d'ailleurs alors arabe, faut préciser, et même islamiste, musulman. Et absolument, alors de Palestine du 48, bien sûr, parce qu'on parle de Palestine du 48. Hein, absolument, le mouvement islamiste palestinien 48 n'est pas ce qu'il y a de mieux. Franchement, n'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Et d'ailleurs, il avait rompu. Traditionnellement, il y avait une coalition arabe. Des partis arabes, ce qu'on appelle les partis arabes, ce sont les partis palestiniens en Israël. Et traditionnellement, il y avait un front de différentes formations politiques arabes. Et ce front a été rompu. Et les islamistes ont fait cavalier seul. Enfin, je veux dire musulmans, islamistes, parce qu'ils se disent comme ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas simplement musulmans. Je veux dire, bon. Et ils font cavalier seul. Et même parfois, ils ont des attitudes très négatives vis-à-vis des Palestiniens chrétiens. Faut quand même le dire. Et donc, le gouvernement israélien, malheureusement, exactement pour les mêmes raisons qu'au Brésil, s'est flatté parce que les Arabes, évidemment, sont les classes populaires les plus pauvres. Aussi en Israël, eh bien, s'est flatté et instrumentalisé cela, Ouais, en promettant des choses, etc. etc. En Israël, c'est vraiment catégorie arabe israélien ou c'est quoi? Comment ils sont appelés officiellement? Les Arabes. Les Arabes. Alors ça, c'est fou parce que, alors, faudra aussi Les qu'on en Arabes. Ah, parle. là-bas, c'est clair, tu vois. Non, mais, Les Arabes. et oui, mais ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est que vous savez qu'il est interdit de dire palestinien en Israël. Hein. On n'a pas le droit d'appeler les Arabes des Palestiniens. Ils sont palestiniens, mais on n'a pas le droit de les appeler des Palestiniens. Et eux-mêmes n'ont pas le droit de se dire palestiniens. Et bien sûr, le drapeau palestinien est rigoureusement interdit. Hein. Et bon, bref. Et donc, du coup, vous savez, il faudrait qu'on vous montre des papiers d'identité israéliens pour que vous puissiez. C'est que le peuple est indiqué dessus. D'accord ? Depuis Alors- surtout la loi qui reconnaît Israël comme État-nation du peuple juif. Et encore plus, puisqu'Israël maintenant, et tu as raison de le dire, Tariq. On a compris pour 400 Et- les gens. et on essaiera de le faire. On a compris, je crois que ça fait 50 fois. C'est du lobbying. Ouais, on a compris, c'est noté pour 400. N'inquiétez-vous pas. Ouais, et donc sur les papiers d'identité est indiqué. Alors ce qui est étonnant, c'est que les Arabes sont les musulmans en vérité. C'est synonyme de musulmans. Les chrétiens, les chrétiens bien qu'arabes, évidemment, sont appelés chrétiens sur les papiers d'identité. Il y a arabe, chrétien, Alors il y a israélien. arabes, chrétiens, Juifs. il y a les druzes. Non, c'est Les pas Druzes. terminé. Il y a les druzes, il y a les bédouins. Alors les druzes et les bédouins, Les druzes, les musulmans et les 14. chrétiens sont tous des Palestiniens.
Non mais c'est ça qui est incroyable, c'est que et c'est la Pas du fragmentation Sablag, hein. coloniale, c'est la fragmentation coloniale qu'on avait également en Algérie, vous savez très bien, parce qu'en Algérie aussi, même si c'était pas formellement, c'était pas établi de façon formelle, hein, dans la réalité c'était comme ça. Mais comment les populations algériennes étaient divisées en autant de catégories que possible pour tuer tout sentiment national d'unité. Et c'est exactement la même chose. Comme en Israël, enfin en Palestine de 48, c'est que les Palestiniens sont fragmentés. Ouais, Alors c'est quand une on dit, fracturation. bien C'est sûr, une quand fracturation. mais c'est marqué sur les papiers d'identité. C'est vraiment intéressant de clair. voir cela. Hein, c'est clair. Alors arabe, quand on est arabe, ça veut dire qu'on est musulman. Ça veut dire qu'on est musulman. Et sinon, il y a marqué chrétien, alors que les chrétiens sont parfaitement arabes, et je veux dire, bien évidemment. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, malgré tout, c'est que cette unité n'a jamais été rompue. Parmi les Palestiniens. On se rappelle que la journaliste. était Malheureusement, chrétienne. les Druzes, malheureusement, oui, bien sûr. La journaliste tuée était chrétienne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ce sont les Druzes qui malheureusement, posent problème. Parce que non, mais c'est pas ça. C'est que Pose problème. Il y c'est a que- trop de Druzes en non, Israël. en Palestine. non, mais Il y a trop de Druzes. les Druzes ont toute mon affection. Et d'ailleurs, c'est que Israël a Pauvre réussi problème. à instrumentaliser le tribalisme. Les Druzes C'est des problèmes soft. est une non communauté très fermée. Le druzisme, c'est une communauté très fermée. Et, On est en même temps. et donc en privilégiant, et c'est exactement la même chose qui se produisait dans l'Algérie coloniale, hein, c'est qu'on instrumentalisait les tribus comme cela, hein, ou même parfois on a essayé d'instrumentaliser les oulémas même. Hein, Merci, les Thierry, pour musulmans. l'abonnement. Et donc du coup, Déjà avec les Incas, on faisait ça. déjà, alors exactement, que les Incas, c'est toujours la même politique de diviser pour régner. Hein, voilà. Donc, Avec alors les en tout Kabyles. cas, ce qui est amusant et ce que je voulais dire sur ta question, la presse française qui dit Netanyahou est tenté de s'allier avec l'extrême droite. Non mais attendez, non mais c'est extraordinaire comme truc, parce que il faut voir. Ce serait Le Pen est tenté de se. Que le curseur en Israël est tellement à droite qu'on est vraiment dans la marge. Oh, on tombe dans la mer là. C'est vraiment, non mais c'est vraiment incroyable. Alors oui, Netanyahou est tenté de s'allier avec l'extrême droite. Non, c'est pas possible. Oh, surtout pas. Non mais ça fait peur. Non Si mais lui surtout n'était ça pas- fait peur parce que Ça tu fait dis peur. que si Netanyahou il est vu comme Mais à oui. une droite à peu près mais- acceptable, putain la gueule de l'extrême droite elle est mais alors ce que tu dis, frère. ce que tu dis est très juste parce que imaginez. Ah non, mais attendez. Alors non, on n'a pas encore parlé du Liban. Non, alors non, mais attendez. Oui. Non mais faut quand même que vous sachiez que aujourd'hui l'essentiel de l'état-major de l'armée israélienne. Hein, ce sont des fanatiques religieux. C'est qu'un très grand nombre des officiers supérieurs vivent carrément dans les colonies de Cisjordanie. Hein, et que le prisme religieux, la même chose que l'on disait sur les évangéliques, est valable. C'est qu'on a un fanatisme religieux actuellement qui est extrêmement puissant et qui se superpose à l'extrême droite, hein, évidemment en Israël. Voilà. Donc il y a un vrai problème là aussi parce que pour les mêmes raisons que les évangéliques, ils sont tout à fait tentés Oui. du pire. Alors, Et ce qui- parler de alors- gauche et de droite, Alors, je vous coupe 2 secondes Oui. parce qu'on a eu un don de 100 euros. Purée. Un don de 100 euros. De la part de qui Merci beaucoup. quel est le fou? Très vite la voiture. Très vite la voiture. Le soutien en Franchement, retard, ouais, let's go. Alors, on peut l'applaudir. Merci. Bravo. Un gros merci à toi. Très vite la voiture. Voilà. Un Les autres vous voyez ce qu'il vous reste à faire. bon. Voilà, si vous Merci. voulez être applaudi. Alors, et Attends, puis- Youssef, 100 euros. Oh, alors, magnifique. Qui est à l'origine de cela? Très vite la voiture. Très vite la voiture. Ah, je pensais que c'était que tu avais l'intention d'acheter une voiture, donc tu te dis avec les 100 euros, on va pouvoir Voilà. acheter rapidement la voiture. Ah, Bah, d'accord. tu l'as vu la voiture, D'accord. là, Bien PDH. sûr, ouais. Bah voilà. Bien sûr. Merci coupé sport là. Ouais. Merci beaucoup. Mais non, Voilà. le Alors, truc que t'as non, envoyé ce que tout je à veux dire, l'heure. alors sur la Palestine, Sur la portière, c'était pour, écrit PDH. pour terminer là-dessus, c'est qu'il y a actuellement et de façon très PDH sérieuse, automobile. il y a actuellement une insurrection en Palestine, vraiment. On est à l'aube d'une troisième intifada. Non mais c'est très sérieux. Des villes comme Naplouse, Jénine, Tulkarem sont quasiment. On a vu l'autre jour que Martinez de la CGT n'a pas pu accéder à Jénine. À cause de barrages. Il y a une guerre actuellement réelle, et notamment à Naplouse. Tout est focalisé sur Naplouse. Naplouse, c'est la capitale de la révolution en Palestine, il faut le savoir, en Cisjordanie, ouais. Absolument. Naplouse qui est appelée la montagne de feu. Hein, depuis, alors pourquoi la montagne de feu, on pourra le Ouais. redire, ça date de Napoléon. Hein, ça date de l'époque où Napoléon a voulu prendre la ville de Naplouse, et donc Napoléon était opposé aux Turcs. Et lorsque l'armée de Napoléon s'est approchée de la ville de Naplouse, les populations qui étaient avec les Turcs, évidemment, les populations palestiniennes qui étaient avec les Turcs, eh bien, ont carrément l'armée de Napoléon a voulu prendre la ville en passant par la colline qui était couverte de forêt à l'époque, et les habitants ont mis le feu à la forêt.
des habitants ont 1000 fois la forêt. Bon, ils ont fait cramer l'armée de Napoléon, c'est quand même pas bien. Hein. C'est pas très gentil de la part des Palestiniens. Donc depuis, on l'appelle la montagne Comme de les feu, mais Haïtiens. aussi parce qu'au moment de la révolution de 36, c'était Ils ont fait l'épicentre une bugeaud. de la révolution palestinienne de 36. Merci, tonton Alors, en Farid. tout cas, Merci beaucoup. Il y a actuellement une lutte extraordinaire à Naplouse. Il y a un groupe militant dans la Casbah de Naplouse qui se fait appeler donc la Fosse au Lion. Hein, la Fosse au Tout Lion. un programme. Absolument, tout un programme. Tout un programme. Et qui est intéressant parce que c'est un front qui réunit toutes les formations palestiniennes, en vérité. Y compris même des gens du Fatah. Y compris des gens du Fatah qui sont en rupture avec Mahmoud Abbas. Et donc, du coup, ils ont eu beaucoup de martyrs. L'autre jour, vous avez vu, ils ont eu 5 martyrs d'un coup. Hein, dont un responsable, et dans cette fosse, dont un responsable qui a été tué avec un engin piégé qui a été disposé dans la Casbah même, à son passage, juste en sortant de chez lui. Ouais, c'était une bombe sur une moto qui était garée dans la Casbah j'allais dire d'Alger, dans la Casbah de Naplouse. Et là, on a des scènes de guérilla incroyables. Il y a des vidéos qui circulent absolument incroyables avec des tirs nourris qui durent comme ça pendant des heures. Hein. Je veux dire, toute la ville de Naplouse est encerclée. Hein, et tous les jours, l'armée israélienne fait des raids. Hein, leur but est vraiment de casser donc la fosse au lion, les militants de la fosse au lion. Donc faut dire. Alors, et moi, je regrette vivement que nos gauchistes français, plutôt que de s'occuper de l'Ukraine, hein, eh bien, pourraient. Ah oui. Alors, hein, on le voit bien. Si, ils s'occupent de allait- l'Ukraine, on on va allait en parler y parce arriver, on allait y qu'ils arriver. pas mal de On va pas l'Ukraine. avoir trop le temps, mais juste, Voilà. juste pour te rebondir sur ça, sache qu'il y a une militante qui a critiqué Ouria il y a pas longtemps, une militante pas du tout sioniste pour un sou, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle vit en Israël. Elle a critiqué Martinez pour ses déclarations sur Naplouse en disant qu'il abusait et qu'il entretenait une image problématique sur Israël, et qui a aussi dit que c'était problématique d'apporter un soutien, selon toi, à qui ? Au FPLP. Qui Je vais pas dire son nom, elle va se reconnaître. Non, c'est pas elle, c'en est une autre, mais qui est une amie avec elle. Et donc, soutenir le FPLP, même le FPLP, qui est pourtant l'organisation des gauchistes, et bah, c'est problématique. C'est grave. Ouais, ouais. Ah bah, elle sait ce que c'est que le Et, FPLP. et elle dit qu'elle n'est pas sioniste. Hein. T'es là en mode, c'est pas elle. Eh bah, C'est que- pas elle, tonton Minou. Eh ben, qu'est-ce que ce serait si elle était sioniste hein. Oui, non, Je mais veux dire, t'es là en on a mode, il y a un peur. moment donné. Alors oui, il y a un moment pour la donné, traduction, non mais pour la traduction, je sais. Pourquoi Tanière des Lions, Fosse au Lion. Je disais Tanière des Lions et des amis m'ont dit non, c'est réellement Fosse au Lion. Donc voilà. Alors, On finit sur Ouais, elle a l'Ukraine. dit que c'était des terroristes, le FPLP. Elle est pas elle est en Israël. Elle est en Israël, mais elle est beaucoup sur Twitter à nous attaquer. bah et oui, tout. bien évidemment. Non mais c'est extraordinaire ça. Depuis Israël. Merci beaucoup, c'est Viteuf. incroyable. Mais Non, pas mais sioniste. non, mais c'est Non, le- mais donc, moi sioniste. Ça, pour Oui, nous, oui, c'est- oui, non, bien À sûr. Tel Aviv. t'es- Depuis t'es sa plage de grave, Tel Aviv. T'es grave, Ah ouais. t'es en mode. Le FPLP terroriste. Le FPLP, c'est une formation marxiste-léniniste, faut le savoir, dont le dirigeant un mot sur le Liban. était Georges Abache, Ouais. qui était donc chrétien et communiste. Hein, et Merci, voilà. Viteuf. Et c'est une Merci honte. beaucoup. Le FPLP, c'est une des organisations les plus fantastiques de la révolution palestinienne. Un parler de petit mot l'Ukraine sur un peu le ou pas Liban. Ouais. On n'aaura pas le temps, l'Ukraine, je suis désolé. Ah ouais les gens. Là, c'est Si, on limite. pourra dire deux secondes. cinq Non, mais minutes, c'est- hein. alors 2 secondes, vraiment. Mais 5 vous minutes. êtes- 5 minutes. Alors, 5 Tariq, minutes. vas-y. Foula, oui, non, mais non. C'est important. Oui, non, mais moi je trouve ça hyper important au vu de la situation actuelle et vers quoi on se dirige. Parce que franchement, plus ça va, plus le risque apocalyptique d'une guerre nucléaire est vraiment à prendre au sérieux. Puisqu'on a un OTAN qui est dans une logique de va-t-en-guerre, une logique extrêmement belliqueuse vis-à-vis de la Russie. Encore une fois, on n'épargne absolument pas la Russie, etc. etc. Là n'est pas la question. Mais il y a des discours extrêmement belliqueux et des postures vraiment va-t-en-guerre de la part des États-Unis qui veulent aujourd'hui humilier la Russie, humilier Poutine, et ils ne se rendent pas compte qui jouent avec le feu, ils ne se rendent pas compte du danger qui pèse aujourd'hui sur la sécurité non seulement de la sécurité de l'Ukraine, mais la sécurité mondiale. Merci, Merci, Vandel. De Vandel. voir des pays comme la France, de voir des pays au sein de l'OTAN qui suivent un agenda qui n'a strictement rien à voir avec finalement avec les intérêts propres de la France, qui sont finalement l'agenda et les intérêts des États-Unis. Il y a un général états-unien qui s'appelle Jack Keane qui a dit nous avons investi, et il insiste bien sur le thème investir, nous avons investi 66 milliards de dollars dans la guerre en Ukraine, donc contre la Russie, en livrant des armes, etc. Entendu, il faut un retour, quoi. Sous-entendu, il faut un retour, et surtout, il se félicite du fait, et il a raison dans un sens, il se félicite du fait que la Russie a été affaiblie, que Poutine a été affaibli, etc. Donc ils sont dans cette logique-là, et moi ce qui m'inquiète encore plus là-dedans, c'est de
voir les opinions publiques internationales, notamment les opinions publiques européennes, comme de véritables somnambules. Et là où je crains une configuration qui ressemble à certains égards à la configuration de 1914, c'est évidemment le jeu des alliances, c'est une partie des partis politiques, à part quelques-uns, à part quelques militants, mais qui souscrivent aujourd'hui, qui appellent à l'union sacrée, notamment Plenel et plein d'autres qui sont véritablement aujourd'hui dans cette logique qu'il faut punir la Russie, qu'il faut punir Poutine, etc. Comme si, je veux dire, bon, c'est déjà suicidaire. Et troisièmement, le manque criant et extrêmement dangereux d'un mouvement pacifiste, d'un mouvement anti-guerre qui soit même pas un mouvement anti-impérialiste, mais qui soit juste sur des bases qui cherchent une issue, tout sauf la guerre, de Jaurès, voilà, cherche une issue diplomatique sans avoir une théorisation sur les impérialismes, etc. Et donc la configuration actuelle me paraît extrêmement dangereuse au vu du climat aussi intellectuel et politique en France qui ne voit pas véritablement vers quoi on se dirige. Donc je voulais vraiment... mais bien sûr, mais tu as tout à fait raison de le dire. Ça nous rappelle tout à fait la veille de la guerre 14-18, à différents égards. On a l'impression qu'on se dirige comme des somnambules, et tu as eu raison de le dire, vers la guerre. Mais... alors j'espère que ça n'adviendra pas, mais une chose est certaine, c'est même près de 80 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on n'imagine pas ces sommes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que on a du mal à comprendre. Simplement un peu de logique. Des gauchistes vont nous faire croire que l'impérialisme, comme tu l'as dit, investit 80 milliards de dollars dans cette guerre juste pour défendre le droit. Juste pour des principes. Pour des principes. Oh, mais c'est merveilleux que Biden et tous les requins de capitalistes occidentaux font ça uniquement au nom du droit. Oh ben les Palestiniens sont très heureux d'apprendre cela, d'accord, eux qui se font écraser depuis un siècle. Non, bien évidemment, c'est la logique de l'impérialisme. L'impérialisme, c'est la guerre. Et plus que jamais la formule de Jaurès, comment l'impérialisme porte la guerre, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, s'avère réel. L'impérialisme, c'est la guerre. C'est-à-dire que si l'impérialisme, on ne l'abat pas, c'est lui qui va nous abattre. Parce que l'expansion de l'impérialisme, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter avec des bons sentiments, où l'impérialisme va se dire, finalement, on a assez gobé l'argent, là, on arrête. Etc. Mais c'est absolument faux. Or, donc, du coup, ce qu'il y a de grave, c'est que c'est l'aveuglement en Europe, à l'exception de trois, il faut quand même le dire, 2-3 petits partis même LO, par exemple, d'extrême gauche. Comment ? Même LO, par exemple, est bien là-dessus, la lutte ouvrière. Oui, tu vois, mais bien mieux. Les trotskistes qui sont... en fait, moi, c'est ça qui est fou, c'est que... Et là, il faut dire les choses. Le NPA est très grave sur cette question. Est très grave là-dessus. C'est qu'en fait, on peut tenir les deux bouts, parce que j'entends souvent faut tenir tous les bouts. Ça, c'est Plenel, il adore ça. Faut tenir tous les bouts, etc. Oui, très bien. Avec les dents. Tenons tous les bouts. Quelqu'un qui avait déjà soutenu la guerre en Kosovo en 1999, etc. Bref. Et pour des gens qui accusent les autres d'être campistes, je veux dire, il n'y a pas plus campistes pro autant que ces gens-là. Exactement. Les campistes atlantistes. Mais surtout, en fait, presque on nous accuserait, nous, d'être dans un manque de solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien. On est dans cette solidarité. La guerre est une horreur. Ce que vit le peuple ukrainien est une horreur. Mais en fait, on ne peut pas tomber dans la tyrannie de l'émotion et se dire... Et souscrire, de par les atrocités qui sont menées dans cette guerre, se dire qu'il faut aller humilier la Russie. Je rappelle que c'est une puissance nucléaire. Et surtout avec les répercussions qu'il y aura derrière. Donc en fait, il faut faire attention de ne pas tomber dans cette tyrannie de l'émotion qui est toujours utilisée, notamment par les médias occidentaux, pour justifier l'Irak, etc. Et il faut là avoir la distance, je dirais, c'est terrible à dire, mais une distance froide par rapport à la situation, pour rester les pieds sur terre et essayer de sortir par le haut, même si ça va être compliqué, mais de sortir par le haut et avec le moins de dégâts possible d'une situation qui n'a jamais été aussi dangereuse pour le monde. C'est ça la géopolitique. La géopolitique, c'est d'avoir des analyses un peu froides pour justement essayer de trouver des solutions politiques. Mais ça n'empêche. Si t'es que dans l'affect. Bien sûr, mais je veux dire que des militants. Mais je veux dire, en tant que militant, c'est normal qu'on soit dans l'affect. C'est ce qui nous. L'un n'empêche pas l'autre. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. C'est ce qui nous mobilise. Mais moi, ce qui me dérange avec certains militants anti-impérialistes qui finalement soutiennent l'OTAN, il faut le dire, ils soutiennent l'OTAN, ils soutiennent parce que la guerre que mène, je veux dire, le soutien à l'Ukraine n'est pas un soutien désintéressé, c'est une guerre par procuration. C'est une guerre par procuration qui est menée à la Russie. Alors la Russie est tombée dans le piège, etc. Mais c'est une guerre par procuration qui est menée à la Russie. Donc en fait, faut savoir ce qu'on
qu'on veut. Parce que, imaginons que la Russie est battue, est-ce qu'on accepterait que, encore une fois, que l'Ukraine entre dans l'OTAN, que l'Ukraine soit sous hégémonie états-unienne? C'est ça, c'est le monde qu'on veut. C'est l'ordre international qu'on veut. Mais le plus grave, c'est qu'il y a des tas d'officiels états-uniens, et pas des gauchistes du tout, qui depuis 20 ans mettaient en garde contre cela. Hein, George Kennan, qui est, l'idéologue de la guerre froide, etc. Lui-même, avant de mourir, donc à la fin des années 90, mettait en garde contre un encerclement de la Russie. En disant, bon, c'était la guerre froide, certes, il n'y a plus la guerre froide maintenant, c'est n'importe quoi de poursuivre. Il avait protesté contre l'extension de l'OTAN. Alors, et puis j'en ai une pléthore. J'ai fait un relevé l'autre jour, mais une pléthore de dirigeants états-uniens, des gens qui étaient conseillers, etc., de Clinton ou autres même, qui mettaient en garde contre cela. Et tu as tout à fait raison, on va vers une guerre. Et alors, ce qu'il y a de grave concernant Edoui Plenel et le NPA, j'ai écouté avec attention le meeting du NPA à Montreuil qui a été fait l'autre jour pour apporter une solidarité. On fera court après parce qu'il faut aussi parler vite fait du Liban. Et pendant toute l'intervention, je n'ai pas une seule fois entendu une critique de l'OTAN. Pas une seule fois parler du mot négociation. Or, il faut bien qu'il y ait des négociations. Aujourd'hui, à plusieurs reprises, ces derniers temps, Poutine parle de négociations. Il faut absolument, bien sûr, il faut absolument profiter de cela. Aujourd'hui, parce que c'est quoi l'idée? C'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier soldat ukrainien, jusqu'au dernier soldat russe. Ça veut dire quoi? Quand on entend les gauchistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois, admettons que les Russes se retirent complètement d'Ukraine, mais battent en retraite. Alors en plus pour la Crimée, ça m'étonnerait parce que même Biden sur la Crimée, ils veulent la reconquérir aussi la Crimée. C'est ça, oui, c'est n'importe quoi parce que là, alors je pense que les Russes là du coup iraient jusqu'au bout pour la Crimée, ça c'est clair. Mais même Biden lui-même est très très prudent sur la Crimée. Il voit bien que c'est très compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que imaginons que les Russes se retirent de tout le territoire ukrainien. Ça veut dire quoi après? C'est quoi l'acte suivant pour les gauchistes? On en reste à cette situation et cette situation les satisferait? Mais c'est ça qui est extrêmement grave, c'est qu'à aucun moment ils ne critiquent leur propre impérialisme. Or, notre tâche à nous, c'est d'abord de nous en prendre à notre propre impérialisme. Avant de nous en prendre même, il y a en Russie des gens qui s'opposent à Poutine, d'accord? C'est très bien. D'accord, ils font leur boulot, ils font leur taf. Nous, notre taf, puisqu'il s'agit d'une guerre impérialiste, c'est de nous en prendre à notre propre impérialisme. Or, on a des gauchistes qui, aujourd'hui, prennent le train de l'impérialisme et s'embarquent avec les buts de guerre, comme en 14. Parce que j'aimerais dire une chose, en 14, finalement, si on regardait la situation, on avait toutes les raisons du monde de se dire, c'est la Serbie qui est agressée, par la méchante Autriche-Hongrie, d'accord? Donc il est juste d'être aux côtés de la Serbie, avec tout le jeu des alliances, c'est la guerre 14-18. Or la bonne position, c'était celle de Jaurès, de dire sans doute que la Serbie était agressée par l'Autriche-Hongrie, même si on sait aujourd'hui que les Serbes n'étaient pas complètement roses dans l'affaire, notamment les services secrets serbes qui auraient peut-être manipulé aussi le mouvement national bosniaque. Bon, mais toujours est-il qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que en 14, la bonne position, c'était pas de dire nous sommes derrière la Serbie contre l'Autriche-Hongrie et peu importe les conséquences. 10 millions de morts au bas mot, parce que au bas mot. Donc le problème est là, c'est que il faut absolument privilégier les négociations. Et moi j'en veux beaucoup à ces gauchistes qui aujourd'hui ne le disent pas. Mis à part quand même deux, trois petites formations d'extrême gauche, tu l'as dit, dont lutte ouvrière. Faut dire la vérité, alors que d'habitude c'était pas notre tasse de thé. Et puis on entend aussi beaucoup revenir un discours que je peux plus entendre, mais même un discours de la part de certains à gauche, opposant finalement deux civilisations, une civilisation autoritaire, quasi barbare. 10 millions de morts, c'est pour l'Europe, les morts de... Quasi barbare, la civilisation russe, etc. Oui. Barbare, antidémocratique, civilisationnelle, etc. Oui, tout à fait. Alors que nous apportons la civilisation, le progrès, l'ouverture, la tolérance, etc. Et de souscrire à ça, je trouve ça suicidaire. C'est suicidaire. C'est un peu le même type de rhétorique qu'il y avait au moment des guerres en Irak ou d'Afghanistan. Oui, complètement. Mais quand on dit le peuple russe, moi j'ai une question. Le peuple russe se réveille. Mais moi je vais vous dire une chose, c'est pas vrai. Comment humilier la Russie? Je peux vous dire une chose, c'est que Poutine, il aura toute la Fédération de Russie derrière lui. Parce qu'on sait très bien que le but est de démanteler la Fédération de Russie. En tout cas, les Russes le prennent comme cela, démanteler la Fédération de Russie, comme l'URSS a été démantelée. Et ça, qu'on m'apporte les preuves du contraire. Voilà, mais justement, moi c'était ça, j'étais en train de faire de la politique fiction, en me disant, si ils arrivent à faire tomber Poutine,
qu'est-ce qui se passe quoi? C'est-à-dire chaque république va vouloir son indépendance. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais après, l'éclatement avec autant de guerres. C'est des choses compliquées parce que même, on veut dire, même t'as des gens qui disent, mais même si Poutine tombe, rien ne vous dit que celui qui sera après, mais voilà, ne sera pas pire que Poutine, bah parce ouais. que c'est des trucs. Il n'y aura pas un mouvement nationaliste encore plus violent. Non, mais les gens ont une personnification comme si c'était que Poutine et sans voir les enjeux de pouvoir à l'intérieur et tout. Mais c'est pas Poutine. Mais surtout que je vois des gens aussi qui disent ah bah, là c'est pas les USA. En fait, il y a aussi un truc, c'est qu'il faut avoir une vision générale. Les gens, c'est nous, on ne met pas de côté la responsabilité de la Russie, mais cette responsabilité, et même de la Chine, elle pourrait avoir, veut dire, elle a aussi des responsabilités partagées, des prétentions d'impérialisme économique en Afrique et tout. Mais elles s'inscrivent dans tout ça, dans un ordre de compétition internationale, de compétition. Et donc, face à cet ordre de compétition internationale qui mène à l'impérialisme, notre but à nous, c'est de se focaliser sur notre propre impérialisme, ce qui est jamais fait. Et moi, je voudrais rappeler que pourquoi les pays du Sud, notamment en Afrique, sont beaucoup moins vindicatifs, beaucoup moins va en guerre et beaucoup moins soutiennent. Ils apportent un soutien seulement symbolique à l'Ukraine, mais ils vont pas au-delà de ça parce qu'ils sentent un peu beaucoup plus neutre, quoi. Voilà. Non, mais en fait, et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président. Je sais pas si c'est un responsable malien qui a dit, mais en fait, on voit l'hypocrisie. Pour l'Ukraine, vous avez débloqué des milliards et des milliards en quelques temps. Nous, il y a rien eu. Il y a rien eu, quoi. En Éthiopie, il y a une guerre depuis 2 ans. Il y a eu 500 000 morts. Bien sûr. Ouais. Mais non, mais et le Yémen, il y a plein de trucs. Et en fait, et là, on n'est pas en train de dire, bah, tant pis pour l'Ukraine. On est en train de dire, faut prendre ça en compte pour comprendre encore une fois, mondial. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas tomber dans cette tyrannie de l'émotion. Et que là, c'est fondamental. Mais surtout, en fait, personne n'a parlé de légitime défense, là-dessus. Personne n'a parlé de légitime défense. Que le peuple ukrainien se défende, c'est normal. C'est normal. Et il faut le soutenir. Nous, ce qu'on dénonce, c'est que les États-Unis instrumentalisent le peuple ukrainien et l'Ukraine pour ses fins impérialistes et pour ses fins expansionnistes. Et la dernière chose, en fait, ce qu'ils veulent de la Russie, c'est très simple. Moi, ce que j'aime, c'est que les États-Unis sont très très clair, quoi. Genre, il y a eu un dernier rapport où ils disent clairement, alors là il y a le danger direct, c'est la Russie, mais vraiment notre vrai ennemi c'est la Chine. Et c'est des rapports publics, quoi. Voilà, genre il n'y a pas de notre but ça va être entravé surtout que là où il faut se rendre compte aussi du danger de la chose, c'est qu'il y a des conséquences en cascade. Regardez l'Allemagne qui se réarme alors qu'on pensait que l'Allemagne se réarmerait peut-être plus jamais, ou on n'en sait rien, mais en tout cas l'Allemagne se réarme et donc c'est tout un écosystème de guerre qui est en train de se remettre en place avec cette inflation de la guerre avec notamment les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'ils veulent finalement de la Russie ? Ce qu'ils rêvent finalement, c'est d'avoir une Russie qui est celle de Gorbatchev, c'est-à-dire une Russie d'ailleurs que les États-Unis étaient bien contents de dépecer et de piller dans les années 90. Ils n'ont pas supporté finalement qu'il y ait chez Poutine, qui est dans les règles capitalistes, etc. Mais que les Occidentaux étaient très contents de dépecer et de piller un pays. Et en fait, moi, ce qui me fait penser aussi avec cette coalition de l'OTAN, avec toutes les différences, attention et toutes les nuances. Mais on se souvient qu'après la révolution bolchevique, les Européens, et notamment les États-Unis, ont envoyé de nombreuses armées pour soutenir les Blancs, donc pour soutenir les Mais sept armées occidentales sont intervenues contre la... Comment ? Même un peu plus, oui. Ouais. Et la configuration est différente. Ce qu'on oublie, y compris les États-Unis, sur la côte Pacifique, à l'époque, avaient débarqué à Vladivostok. Voilà. Et évidemment que la configuration était différente. L'ennemi à abattre, c'était un ennemi idéologique, c'était un ennemi, c'était les communistes, etc. Mais là, il y a cette idée d'abattre un ennemi aussi qui fait la jonction entre l'Europe et la Chine. Il ne faut pas oublier que derrière aussi la volonté d'expansionnisme et d'hégémonie sur la Russie, il y a aussi cette volonté de contrer et de bloquer la Chine. Et non seulement la Chine, mais également l'Europe. Parce que cette guerre, de la part des États-Unis, c'est aussi une guerre contre l'unité européenne. Puisque visiblement, cette guerre fait péter l'Union européenne en vérité. Juste 2-3 mots, parce que après, j'ai l'impression que toutes les semaines, on dit la même chose. Juste 2-3 mots sur le Liban. Sur le Liban, et vraiment très... Ouais. T'as une question ? Attends. Alors, comment ? Là, tu l'emmènes dans un truc. Non, on n'aura pas le temps. Non, mais vous parlez justement de la Chine. Enfin, l'ennemi, c'est la Chine. Mais comment réagit la Chine, du coup ? Elle freine des cas de fer. Elle veut pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a comment les Chinois sont entretenus avec les Américains, comment avec les États-Unis, comment la Chine, évidemment, elle se rend bien compte comment que l'affrontement est très dangereux, parce que la guerre de la Russie ne l'arrange pas. Bien sûr que et non. même, ça veut dire ça ne fait pas ses affaires parce que ça a renforcé l'OTAN. Mais exactement. Mais en même temps, elle ne peut pas abandonner la Russie. Exactement. La Chine, d'une façon générale, je crois, représente bien aussi une bonne partie du tiers-monde, en vérité, qui est complètement effondré
effrayé par cette perspective de guerre, complètement effrayé, qui veut bien que... Non, la question, moi j'en veux aux gens qui pensent que la guerre peut apporter quelque chose. Ouais, c'est ça. Hein. Après le reste, on est tout à fait d'accord, Poutine, etc. Évidemment, moi je souhaite un régime socialiste en Russie, il n'y a aucun souci, une vraie démocratie, tout ce qu'on veut. Et c'est aux Russes de régler cela, d'accord ? Surtout qu'ils ne s'arrêteront pas. Mais Ça, c'est je ça veux le dire, problème, ils ne c'est qu'ils vont s'arrêteront pas pas. s'arrêter, c'est ça. S'ils ont la Russie demain, ils iront bien vers la sûr. Chine, ils iront vers le... Ils ne vont faire le tour du monde. s'arrêteront pas. Les gens n'arrivent pas à analyser ce qu'est l'impérialisme. Et moi, j'en veux beaucoup à ces gauchistes qui n'arrivent pas, à Plenel entre autres, hein, qui ne savent pas ce que c'est que l'impérialisme. Ils ne savent pas ce que c'est que l'impérialisme. Hein, et qui aujourd'hui sont en train de faire le jeu réellement de l'impérialisme. Aujourd'hui, il est normal que les Ukrainiens se défendent, il n'y a aucun souci. Et si j'étais Ukrainien, je me défendrais. Mais l'idée de dire d'atteler l'opposition ukrainienne à l'OTAN, comme c'est le cas actuellement, je suis catastrophé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver en Ukraine Je voudrais dire un une phrase, à un mouvement moment donné. d'opposition et donc un mouvement patriote ukrainien, mais qui soit pas dans bien sûr, qui soit complètement indépendant de l'OTAN, hein, et qui ne soit pas. Moi je pense que c'est très important parce que si c'est pas le cas. On va arrêter là parce que là, Je peux dire une phrase. Samir. Merci. Moi, je me pose une question. C'est comment les Américains vont pouvoir continuer à mener cette guerre sans envoyer des GI, des Marines, sans envoyer leurs enfants. Non, pour l'instant, ça va. Non, Non, mais eux, Ils sont c'est les prêts. grands gagnants. Ils envoient Ouais, pas. mais est-ce qu'on a un Moi, cas ils de envoient, figure mais- similaire où tu as une puissance, un empire qui mène une guerre, parce qu'ils sont dans Non, la mais il faut guerre, savoir que... sans que son propre peuple bien sûr. il soit partie Écoute, Bah, prenante. évidemment. Bah oui, les Samir, Américains sont les Samir, spécialistes de cela. Samir, ils sont chez eux en Europe. Ils Bah, ont bien des sûr. bases de l'OTAN Bah, bien partout, sûr. en Belgique, en 800 en bases Turquie. états-uniennes dans le monde. En Turquie. 800 bases états-uniennes dans le monde. Une base russe à l'extérieur de la Russie, c'est en Syrie. Hein. Comment elle ça. attaquer. Une base chinoise en Somalie. Mais 800 bases états-uniennes. Et on nous dit le budget militaire états-unien, c'est 10 fois minimum le budget russe. 10 fois le budget russe, minimum. D'accord. Mais on nous dit... voilà. Surtout qu'il y a des militants qui te disent il faut savoir jouer sur les contradictions Oui. des impérialismes et prendre l'argent Djibouti, et, la le, base, et, le, et le soutien des États-Unis. Mais comme si une fois l'Ukraine vainqueur, les États-Unis vont dire ah bah c'est bon, maintenant installez le pays que vous voulez et on vous Oui. laisse tranquille. Mais non. Ils L'Ukraine seront va vassalisés. pâtir de Ils cette seront guerre. vassalisés. L'Ukraine ne sera jamais réellement libérée, effectivement. Et d'ailleurs, c'est ça toute l'idée du Maïdan, de l'Euro-Maïdan. Hein. C'était cela, c'était assujettir les milliardaires ukrainiens dominent. Voilà. Alors Qu'ils juste aillent vers Moscou, qu'ils aillent vers deux mots Moscou. sur le Liban Oui, peut-être, ouais, très ouais, rapidement. ouais. Tariq, 2 mots sur le Liban. Il me semble t'en qu'il prie. n'y a pas, alors juste il y a pas eu un vote là pour le Cuba pour lever les sanctions. Chaque année. Hein, c'est Ouais, ça, et il me semble que les deux seuls Ukraine. qui ont voté contre, il y a États-Unis, non. Israël, et Ukraine s'est abstenu. Et tout le reste a. Mais c'est souvent ça. Ouais. Ouais, bah oui. Quand un pays Bah était. oui. Allez, on prend. Très rapidement, On prend le cas du 30 Liban. secondes, le Liban. Je t'en prie, Tariq. Donc, Vas-y, vas-y, je t'en prie, non, vas-y, mais non, rappelle mais les. Bah non, Allez ouvrir. On a- vas-y. Bah, moi, j'ai envie de dire Non, déjà non, que non, le mais houmous juste, est libanais. Je présente la situation et je te laisse Très vite, parler. très vite, Bon, bah, de très toute Non, façon, non, j'ai pas un grand-chose accord à dire. gazier, Hein. donc, Très vite. qui a Non, été oui. signé en Méditerranée Oui, oui. entre Israël et le Liban. Et je te laisse la parole sur les conséquences. Mais non, moi je te demandais par rapport au Hezbollah, qui est d'accord avec cet accord. Bah, nous en parlions, c'est que le Hezbollah est d'accord avec cet accord parce que s'opposer à cet accord apparaîtrait comme de sa part comme un jusqu'au boutisme. Et nous savons très bien que Hezbollah n'a pas que des amis au Liban. Bien que c'est Hezbollah qui aujourd'hui, je le dis franchement, ait garanti l'indépendance du Liban par rapport à Israël et sauvé le Liban d'une domination israélienne par 2006, proxy notamment. justement, hein, bien évidemment, 2006, avec la guerre de 2006 où Hezbollah a quand même infligé une défaite à Israël. Alors cet accord gazier, Hezbollah l'a accepté, mais en même temps, alors Israël a beau jeu de dire, de présenter cet accord comme lui étant complètement favorable. Bon, il est évident que quand il y a un accord, chacun des deux tire la couverture à lui et évidemment veut apparaître comme étant le gagnant. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Israël n'est pas le surgagnant qu'il aurait été si jamais il n'y avait pas une réaction du Liban. Et si le Liban a pu réagir, c'est parce qu'il avait la force de frappe de Hezbollah derrière. Donc, d'une certaine façon, cette force de frappe de Hezbollah a pesé dans des négociations. Alors, évidemment, c'est un accord avec Israël, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si Hezbollah s'était opposé à cet accord, eh bien, il serait apparu comme poursuivant uniquement une guerre idéologique.
comme menant uniquement une guerre idéologique et sans tenir compte des intérêts du Ils Liban. sont pragmatiques. Le Liban qui est dans une situation terrible aujourd'hui. Hein. Pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout, pas de gaz. Hein. Donc il est absolument urgent de parvenir, de donner un petit peu d'espoir. Même si l'Iran avait envoyé, vous savez, plusieurs bateaux de pétrole vers le Liban. 2 je crois, hein, et à moindre prix, mais même gratuitement je crois. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que voilà, Hezbollah ne pouvait pas s'opposer à cela. Ça ne change rien sur les fondamentaux idéologiques de l'affrontement avec l'ennemi sioniste, hein, comme on dit. Voilà. Et ça fait partie de leur eaux territoriales. Donc. Voilà, exactement. Et donc, on peut dire que parfois, il est nécessaire comment en politique, c'est cela, hein, il est nécessaire d'apprécier, et c'est en fonction de l'appréciation de la situation que les choses sont faites. On va finir avec Azadi qui voulait dire 2-3 mots. Ouais, j'en profite pour parler de l'Iran. Oui, on me dit ouais, Hezbollah en Syrie. Bah oui, on peut dire aussi oui, Hezbollah aussi en Ukraine, il paraît. Hein. Non mais on parle de l'accord gazier. Bon, moi, je veux bien qu'on fasse une émission sur Hezbollah, cela dit, avec grand plaisir même. Hein. Ouais, juste pour donner un peu d'espoir, en Iran, là, on en parle beaucoup moins, mais depuis le 16 septembre, la mort de Gina Amini, il y a eu les 40 jours, en fait, parce que les 40 jours, c'est symbolique chez nous, dans la zone. 40 jours après la mort de cette femme de 22 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une énorme cérémonie dans sa ville de naissance, à Sarkhez. Donc, il y a eu des dizaines de milliers de personnes le 26 septembre. Et ce qui se passe aussi, c'est que comme la révolution est partie, les révoltes sont parties directement après la mort de cette jeune femme, il y a eu des morts après. Et donc, on enchaîne depuis 5 jours, plusieurs cérémonies de 40 jours de plusieurs martyrs, ce qui relance encore plus fortement la révolte. Et le régime vraiment ne tient plus sur place quasiment parce qu'il y a des révoltes dans beaucoup d'universités, des jeunes sont à fond dedans et il y a beaucoup d'espoir. Et vraiment, c'est très beau, il y a des foules mais magnifiques où il y a des chants révolutionnaires à chaque fois, à chaque cérémonie de 40 jours. Et juste, c'est magnifique et un peu d'espoir dans ce monde, ça fait, alors, ça fait du l'espoir, bien. c'est quoi? T'as dit quoi? L'espoir, ce serait quoi? L'espoir, ce serait quoi? Ouais. Là, tu me demandes un Kurde, Bah moi oui. je veux dire Kurdistan libre, mais... Bah oui, non mais je sais bien, mais c'est toujours pareil. On voit bien qu'il y a un agenda occidental. Bon, enfin, on va pas revenir dessus. On va pas revenir dessus, c'était juste pour donner un peu d'espoir à la team. Non, c'est ce que je tout, veux dire, voilà. c'est quoi? Ça voudrait dire quoi l'effondrement de l'Iran? Est-ce que les gens s'imaginent, se représentent ce que ça veut dire? Non, mais ce que ça veut dire, parce qu'on parlait d'effondrement. Non, c'est tout. Je dis simplement une chose. Dans l'optique états-unienne, ça fait depuis 1979 qu'on veut faire s'effondrer. Le problème est là. Mais pour donner quoi aussi? Oui, mais pas ça après, Youssef, c'est au peuple iranien de le décider, tu vois. Alors, Parce que là, c'est au peuple au pluriel, et Bah oui. Non, mais de décider. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une coalition qui va des royalistes. Des royalistes jusqu'à des tendances qui sont très réactionnaires. Il y a les Rajavis dedans, je ne sais pas si vous connaissez, c'est plutôt catastrophique, qui sont une sorte d'énorme milice qui est utilisée par les États-Unis en Irak, etc., partout au moment de l'invasion de Rajavis. Donc ce que je veux dire, c'est que, c'est pareil, est-ce que le but est de faire s'effondrer l'Iran? Mais c'est pas, Voilà. c'est pas le but. Alors, non, actuellement, l'Iran est frappé par une vague d'attentats énorme. D'ailleurs, on n'en parle pas ici. Mais l'Iran subit un terrorisme terrible. Oui. Et depuis des années. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me pose la question qu'il y ait une amélioration du régime iranien. Bien évidemment, on est bien d'accord. Mais je parle de l'effondrement, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, mais là, comme a très bien dit Wissam, C'est le today, quoi. c'est les peuples qui vont décider. Mais le peuple a aussi une conscience politique qui... Ça fait 40 jours quand même. Et il n'y a pas que ça. Hein. 2019, il y a eu des révoltes qui ont donné 1500 morts. 2021, il y a des manifestations. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de parti, mais il y a beaucoup de syndicats et beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves. Cher ami, je suis d'accord, mais l'Iran est un pays qui est sous embargo, à côté duquel l'embargo contre Cuba est une rigolade. Oui, Non, mais- Youssef, d'accord. Non, Youssef, mais c'est le pas ça problème- du tout. C'est comment on change un pays, comment on organise ce qu'on appelle une révolution orange, ce qu'on appelle les révolutions de couleur. Il suffit de faire un embargo. Aujourd'hui, la situation est catastrophique en Iran, au plan économique. Donc, ce que je veux dire, c'est que susciter un effondrement de régime à coup d'embargo, on a déjà vu ce que ça donne. Non, mais Le attends, problème, Youssef, il est là. le problème, Alors, c'est quand on que- dit- alors, oui, mais le problème, non, mais c'est quand on que dit les peuples, ce que je veux dire, c'est que... Oui, mais il y a quand même Aujourd'hui- des manifestations. Non, mais une seconde. populaires. Tu peux penser ce que tu veux. Vous faites s'effondrer. Mais bien Mais évidemment. c'est pas. Je veux dire, on dirait que c'est nous, on fait s'effondrer. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est que c'est le terme effondré. Qui est un C'est toi qui l'as utilisé ce terme.
Comment ? C'est toi qui l'as utilisé le terme effondré. Non, je sais bien. Mais je dis, c'est quoi le but ? C'est pour ça que je posais la question. Mais attends, Parce que le but des Occidentaux est que le régime s'effondre. Oui, mais il y a Mais peut-être là, un c'est pas but le cas. d'une partie du peuple Ouais. iranien qui ne se confond pas avec la occidentale. Alors oui. Après, la mais- ligne de crête est mais très. alors, le très problème, mince. on sait bien que le régime a une grosse base de soutien aussi. Non mais c'est, Donc, je veux dire, ça alors, Youssef, c'est de partout, voilà. toutes les révolutions, on veut dire, ça peut facilement verser de l'autre côté. Bon, Si moi t'as je parle, ton- moi je parle pas de Après, révolution sans dans le doute cadre ce qui du monde manque- actuel. sans doute- non, sans mais doute- Je parle, Dans tous les soulèvements. Youssef, sans doute ce qui manque à ces révoltes-là, c'est d'avoir une structure, un parti, une organisation qui leur permette. Non, il y a des problématiques différentes. Le Kurdistan et le Balochistan, c'est pas du tout la même problématique que les quartiers nord de Téhéran. Non, mais le problème, il est là. Parce que les quartiers nord de Téhéran, ce qu'ils veulent, eux, c'est la démocratie américaine. Exactement. D'accord La problématique du Kurdistan, du Balochistan, qui sont travaillés par des mouvements insurrectionnels, mais aussi manipulés. Il faut le savoir aussi. Il y a des attentats qui ont lieu, etc. On essaye aussi de réveiller, on essaye de réveiller aussi les Arabes d'Iran, hein, et de susciter chez eux un mouvement de sédition. Mais le problème, il est là. C'est comment on fait dans un contexte, justement, dans un contexte impérialiste, hein, comment pour obtenir un peu plus de démocratie en Iran. Et on a vu cela partout. On a vu ça au Chili, à l'époque d'Allende. Parce Ouais, que mais contrairement à ce qu'on Youssef, pense... Youssef, Oui. le problème c'est que de notre point de vue, de là où on est, je veux dire, quand tu as un soulèvement qui est manifestement assez populaire, je veux dire, ça serait assez collant Alors- de dire attention, vous allez Alors, peut-être excusez-moi, servir les intérêts. il y a un soulèvement. Je peux vous dire une chose, c'est que si le régime fait descendre les gens dans la rue, il y en aura beaucoup plus dans la rue pro-régime. Ça Non, mais- n'enlève rien alors, à la je sais bien. légitimité de. Alors, non, mais je sais S'il y a bien. un soulèvement Non, mais- au Brésil des pro-Lula, veut dire Bolsonaro peut faire descendre dans la rue des pires. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'objectif. C'est que le pro-Lula, on sait ce qu'il veut au niveau de son programme. Tandis que là, je dis qu'en Iran, c'est une coalition d'intérêts extrêmement différents. hétéroclite. Et même, non seulement hétéroclite, mais même contradictoires. Et ce que je crains simplement aujourd'hui, c'est qu'on veuille faire péter l'Iran. D'accord ? Le problème, il est là. Alors, bien sûr, bien évidemment, ne me regarde pas comme ça. Pourtant, les C'est intentions- le but qui est poursuivi depuis 1980. Est-ce que Voilà. les intentions de ceux qui descendent dans la rue, c'est de faire exploser l'Iran et de faire Une effondrer- bonne partie, oui, absolument. Ah oui. Absolument. Youssef. Non, mais attendez. Youssef. Les mouvements... Est-ce qu'il n'y a pas des revendications légitimes sociales? Mais bien sûr. Politiques, Alors attention, etc. Je le veux problème c'est que Non, mais ça. Youssef, Attends, en fait, attends, le- j'en le- ai- qu'il ça soit s'accompagne. manipulé, Non, Youssef, non, le ça problème, c'est s'accompagne qu'au de final- grandes. Attends, ça Non mais s'accompagne- au final, tu prônerais l'immobilisme Non. dans ces Bah, laisse-moi régions-là terminer. au nom de Non. attention, ça peut servir. Non, les c'est intérêts pas ça du américains. tout. Ce qui a, comment le C'est comment pro-régime, mais non. on dit. Bah oui, pro-régime, bien évidemment. Et comme je suis pro-Poutine, etc. Mais c'est pas full complot. C'est que c'est dit objectivement par les Américains, ils veulent faire s'effondrer le régime. Donc c'est pas moi qui le dis. C'est que les sanctions ont comme objectif en Iran de faire s'effondrer le régime. Le problème il est là, c'est exactement comme pour la Russie. Donc réveillez-vous un petit peu. Oui, mais là- attends, et je termine juste. C'est qu'il y a plein de revendications qui sont tout à fait exactes. Il y a plein de grèves actuellement en Iran, mais qui sont tout à fait justifiées. Des enseignants, des Tu ouvriers. veux pas que ça soit instrumentalisé par les puissances étatiques? Mais c'est-à-dire Mais qu'aujourd'hui. est-ce que c'est une fatalité? C'est ça. mais Est-ce que c'est une actuellement, fatalité? mais oui, c'est qu'il n'y a pas d'issue. Tant qu'il y a l'embargo en Iran, mais ne rigole pas comme ça, c'est une Mais réalité. il doit faire Le quoi, niveau alors de vie, Non, mais bah, je laissez-moi comprends pas. terminer. Laissez-moi terminer. C'est que le régime, même si le régime était le meilleur du monde en Iran, il ne pourrait pas satisfaire les revendications parce que l'économie est à bout de souffle, totalement à bout de souffle. Oui, Donc, mais- alors, la question que je pose, et c'est une vraie question, c'est est-ce qu'on peut de l'extérieur, et actuellement, il y a une ingérence extérieure. S'il n'y avait pas d'ingérence en Iran, je serais entièrement d'accord. C'est que le problème aujourd'hui en Iran, l'ingérence est énorme. Elle est énorme, simplement je dis, il faut faire attention, c'est qu'il y a des revendications qui sont tout à fait justes, il faut qu'il y ait des négociations pour le Balochistan, il faut qu'il y ait des négociations pour le Kurdistan, il faut que le régime, évidemment, s'améliore, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dire, le but c'est simplement de faire s'effondrer le régime, je ne sais pas. Ça, Mais non, c'est pas voilà, je veux c'est dire, pas les gens ça. te disent pas ça. Mais comment Non, mais ça je veux dire, le problème les c'est amis, qu'au final. mais Est-ce que, Oui, est-ce mais- que- est-ce que vous luttez Attends, contre Youssef, on peut Non, mais répondre ou l'o- c'est un monologue Non, en mais- fait Oui, Je veux c'est un dire, monologue. un truc de ouf. Oui, c'est un monologue. Non mais. Je dis, qui proteste contre l'embargo contre l'Iran? Mais ça c'est notre Alors putain- non, alors mais une seconde, ça, une c'est pas seconde. du tout pareil. Donc moi je reproche Ah. aux gens qui actuellement sont contre le régime de ne rien faire contre l'embargo. Le problème il est là. Les gens qui sont contre le régime aujourd'hui ne font rien contre l'embargo. Donc moi en personnellement, France, je tu ne veux veux dire, dire en France, ça, pas là-bas. mais là-bas aussi, C'est je suis notre désolé. putain. Là-bas aussi, les mouvements au Balouchistan et au Kurdistan ne dénoncent pas l'embargo. Au contraire, les attentats, ça je peux te le dire, les attentats qui ont lieu actuellement en Iran, il y a des attentats chaque semaine, des Américains, des Israéliens, etc. D'accord, des attentats terribles. Hein. Ces attentats,
d'accord, eh bien, s'appuie sur cette contestation. Mais le problème, il est là. C'est comme par rapport à la guerre en Ukraine. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui uniquement prendre l'agenda impérialisme si on ne dénonce pas aujourd'hui l'embargo terrible qui est fait en Iran. Et ben à mon avis, on n'a pas droit au Oui, mais chapitre. ça, Youssef, le problème, c'est que Voilà. ça c'est l'objectif à ceux des militants anti-impérialistes du Nord. Sauf que dans ta vision-là, tu as presque l'impression que ça sous-entend que, bon, les Iraniens, levez-vous pas trop parce que il y a des risques être instrumentalisés. Mais non. Tu l'interprètes facilement Mais comme non, ça, ton mais discours. non, mais Tu c'est pas, l'interprètes c'est pas du tout. Non, mais c'est pas du tout pas. Non, mais attendez. Au moment, excusez-moi de reprendre cet exemple, mais au moment d'Allende Maïda. au Chili en 73, les conditions de vie étaient devenues tellement terribles au Chili. Faut pas croire que tout le monde était avec Allende. C'est que le coup d'État au Chili coup d'État en 73 économique avant, oui. s'est appuyé sur une contestation du gouvernement d'Allende. Il n'y avait pas un clou qui entrait au Chili de l'extérieur à l'époque. Ouais. Et alors, si tu as interrogé un camionneur, parce que tout a commencé avec la grande grève des camionneurs au Chili, si tu as interrogé un camionneur, c'est un prolo le camionneur quand même, si tu as il avait toutes les raisons du monde de dire il faut virer le gouvernement d'Allende. Tu comprends le problème? Oui, comme là, le camionneur, il est avec Bolsonaro. Tu voulais réagir à Oui, mais après le Chili, c'était quand même une C'était pas situation juste, révolutionnaire. Moi, je voulais juste donner un peu d'espoir aux gens, mais après, tu as beaucoup répondu, mais on va pas continuer, il faudrait une émission entièrement là-dessus, mais juste, je suis pas d'accord avec toi, et ce serait trop long d'expliquer, mais c'est plus compliqué, parce que, comme l'a très bien dit Wissam, là, moi j'ai dit les mouvements populaires, il y a des raisons, l'embargo, les premiers qui le subissent, c'est les deux régions les plus pauvres, le Baloutchistan et le Kurdistan. Youssef. Non, mais chez les Kurdes, il y a quand même ce qu'on appelle des kolbars. Les kolbars, tu sais ce que c'est les kolbars? Les kolbars, c'est quand même des centaines de milliers de Kurdes qui traversent la frontière plusieurs fois par jour entre l'Iran et l'Irak, qui peuvent se faire tuer toutes les secondes par les gardes frontières. Et eux-mêmes le disent, c'est à cause de l'embargo. Donc ils le savent, ces gens-là. Donc ça, c'est une première chose. Et après, évidemment que personne ne voudrait que ce soit il y ait des ingérences. Mais ça va arriver, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas demander aux gens. Ça a déjà lieu. C'est pas que ça va arriver. Que c'est lieu ou pas. La question c'est les peuples, et pas de manière un peu idéaliste. C'est là, on le voit, les jeunes se bougent, les gens se bougent. T'as raison, c'est un peu compliqué, c'est un peu disparate. Pour l'instant, ça fait. En plus, tu sais très, le Moyen-Orient, ça prendra des mois à se décanter. On peut pas savoir. Juste, je donne des informations récentes pour donner de l'espoir, et juste si on peut finir sur un message d'espoir, ce serait pas mal. Ça ferait du bien un petit peu. Un message d'espoir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Palestine vivra, Palestine vaincra, et vive le Kurdistan. Ah mais moi je te dis, le Kurdistan je connais très bien, j'ai même milité avec des Kurdes pendant longtemps, la question n'est pas là du tout. Là je dis simplement une chose, c'est qu'il faut bien détacher les questions. Non mais il faut détacher les questions, sinon on va contre le mur, c'est tout. Oui, non, mais Voilà. après, moi, ce que je reproche, c'est que ça fait un peu un vision. Les Iraniens, quand même pas trop, parce que voilà. Non, quoi. non, pas du tout. Il y a une opposition. Désolé, mais ça, Non, je sais pas si non. je sur Inter. Après, Il y a- on a eu Non. l'occasion de plus expliciter, donc je pense que... Viteuf, va te faire voir. Allez, S'en fout de l'espoir, c'est ça, ouais, Les c'est ça, gens- c'est les ça. l'espoir. Alors, on faites fait- l'espoir. on fait une pause parce que là, on n'a plus. Ça veut dire quoi, espoir? Là, on va faire une pause de 45 minutes. Les gens vont venir vers 20h45. On vous laisse, on revient dans 45 minutes pour l'émission sur le 1er novembre 54. À tout de suite. Salut tout le monde. On finit un peu brusquement, mais là, il faut qu'on arrête. Salut. Non, mais attends.